évolue avec la même vitesse que l'évolution technologique. On est au temps de la révolution technologique de la biologie médicale. Et c'est pourquoi nous devons saisir ensemble cette opportunité d'avancée technologique et la mettre à la portée du clinicien pour que le patient puisse en bénéficier. Aujourd'hui, le diagnostic biologique avance à pas de géant. Et la plus belle illustration est ce que nous sommes en train de vivre avec la pandémie de la Covid-19. Et comme vous le voyez, la technique RT-PCR, qui est le gold standard de diagnostic du SARS-CoV-2, est devenue aisément un test diagnostique de routine. Dans le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19 et au regard des risques d'infection saisonnière, notamment virale, pour ne citer que la grippe, il va falloir se doter de nouveaux moyens de diagnostic moléculaire pour pouvoir poser le bon diagnostic avec certitude. C'est pourquoi nous avons opté pour le thème de ce webinaire, stratégie de diagnostic différentiel de la Covid-19 à l'approche de la saison hivernale. Cette édition, en format webinaire hybride, est organisée avec notre partenaire IM Alliance, représentant le laboratoire Biomérieux, qui apporte aujourd'hui une innovation technologique de BioFire, celle de permettre un diagnostic différentiel grâce à un test syndromique unique de maladies infectieuses, y compris la Covid-19, avec tous les avantages qu'il peut présenter en termes de rapidité et de fiabilité. Nous avons la grande chance d'avoir dans le programme scientifique de ce webinaire des conférenciers de très haut niveau, responsables de structures impliquées directement dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. Il s'agit de Dr. à ma droite, Mohamed Liobi, directeur de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, le professeur Ahmed Ghassan El Adib à ma gauche, chef de service de réanimation gynécologique au CHU Mohamed VI de Marrakech, et à distance, le professeur Saïd Zouher, chef du laboratoire de bactériologie-virologie de l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Ce webinaire a la particularité d'offrir à la fin des conférences un débat sur la thématique animé par Mehdi Touassi, animateur Lux Radio, en présence d'experts et responsables nationaux d'institutions de la santé, je cite M. Mohamed Lhlou, directeur général de l'ANAM, M. Mohamed Rajaoui, directeur de l'INH, ou l'Institut national d'hygiène, professeur Mustafa El Ftouh, directeur adjoint du CHU Ibn Sina et chef du service de pneumologie au CHU Ibn Sina, Dr Moulay Saïd Afif, qui est avec nous à distance, qui est président de la Société marocaine des sciences médicales, SMSM, et Dr Taïb Hamdi, présent avec nous, qui est vice-président de la FNS, ou la Fédération nationale de la santé. Je voudrais les remercier vivement d'avoir accepté spontanément notre invitation et nous sommes honorés par leur présence, malgré le contexte difficile de la situation sanitaire actuelle. Pour terminer, je voudrais exprimer en mon nom et au nom de mes collaborateurs du JBM et de Bicom Édition mes vifs remerciements à M. Bouzid Mohamed, déjà de IM Alliance, et son équipe pour leur collaboration dans l'organisation de cet événement. Enfin, j'exprime tous mes remerciements à vous toutes et tous, amis et collègues, pour votre participation. Vous êtes plus de 1700 inscrits, ce qui est un signe fort de l'importance et de la pertinence du sujet et de votre fidélité à Diagnostica. Si vous voulez bien, je vais passer la parole à notre ami, M. Mohamed Bouzid, pour qu'il nous donne un mot d'ouverture. M. Mohamed Bouzid, je vous passe le micro. Pour 2 minutes. C'était juste pour vous remercier d'abord. Dès que le professeur Adouni nous a donné ce titre, stratégie de diagnostic différentiel, on n'a pas hésité une seconde à répondre favorable. Pour nous, représentants de l'image de la recherche Biomérieux, on se doit de nous attacher à notre crédibilité par respect à cette audience.
les cliniciens, biologistes qui nous connaissent très très bien. Et justement parce que Biomérieux, c'est un acteur majeur du diagnostic in vitro au monde, leader incontesté en microbiologie, avec des innovations en biologie moléculaire, et qui répond point par point à cette thématique d'aujourd'hui, à laquelle il y aura beaucoup de lever le voile, enfin, nos professeurs vont lever le voile sur le comment. C'est très challengeant, professeur Youbi, en tant qu'épidémiologiste, c'est pas évident. Et en réanimation, professeur nous connaît très bien nos solutions, et je pense que on va en discuter avec beaucoup de réponses. Je pense qu'il y a deux questions qui se posent aujourd'hui et qui sont très compliquées pour le corps pour les professionnels de la santé, à savoir un patient qui a un syndrome respiratoire, mais qui est avec un test Covid négatif, PCR. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le lâcher dans la nature ou non? Deuxième chose, et ça s'adresse surtout à des médecins, à des patients qui sont admis aux urgences ou en soins intensifs, chez qui tout de suite le temps est leur ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le même syndrome, mais est-ce que c'est dû au Covid ou non? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ils vont en débattre pour mieux éclaircir ces genres de points. Voilà, merci. Et très honoré d'avoir participé. Merci à vous. Merci à vous. Alors, sans transition, je vais passer la parole au premier orateur. Dr Mohamed Youbi a bien accepté, il est remercié, de nous donner une photo sur l'actualité avec un titre intéressant qui est, je cite, « Épidémiologie et perspectives de surveillance et de riposte au Maroc » pour une quinzaine de minutes. Vous êtes remercié. Merci beaucoup, Dr Youbi. C'est moi qui vous remercie, professeur Adloni, et vous et toutes les parties prenantes qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation scientifique. On a besoin de ce genre de manifestation, de débats scientifiques autour de questions qui concernent des problèmes de santé publique. Il n'y a pas plus grand comme problème de santé qu'une pandémie. Donc, je suis honoré de participer à travers la présentation qu'on a préparée tous au niveau de la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies avec l'équipe, et donc qui reprend en quelque sorte les grandes lignes de la situation épidémiologique et les défis qui se présentent à nous tous, à notre système de santé, à notre ministère de la Santé. Et donc, j'espère qu'on va lancer le débat et qu'on va pouvoir initier la réflexion avec ce groupe de professionnels, lequel débat, on pourrait l'enrichir et l'approfondir au sein du comité scientifique et technique national dont les collègues ici présents sont des membres très actifs. Il y a un problème technique, je pense. Je ne sais pas, est-ce que... Très bien. Donc, on va passer rapidement puisque je n'ai que 15 minutes. Donc, inutile de faire cette... peut-être de s'attarder sur ce slide parce qu'on se rappelle tous le contexte dans lequel l'alerte a été donnée la première fois, à la veille donc, du jour de l'an de 2020. Au départ, on parlait d'une zoonose et puis vite, on avait compris qu'il s'agissait d'un nouveau virus initialement nommé 2019 nCoV pour s'appeler après quelques temps le SARS coronavirus 2 est responsable d'une maladie qu'on allait appeler la COVID-19 et le développement de la situation par l'Organisation mondiale de la santé depuis l'annonce de l'événement comme urgence de santé publique de portée internationale jusqu'à la déclaration de la pandémie. Bien sûr, au Maroc, on s'est rapidement mobilisé sous le leadership du ministère de la Santé, mais avec les autres parties prenantes et les départements concernés, que ce soit du secteur de la santé que les autres départements, en activant un plan, le plan national de veille et de riposte à Covid-19.
s'articulant sur 4 axes que sont l'axe veille et surveillance épidémiologique, la préparation de la prise en charge, surtout en évitant qu'il y ait la transmission de l'infection au milieu de soins, l'axe communication, on savait dès le départ que ça allait être important et capital pour ce plan de riposte, et puis l'axe gouvernance et coordination, aussi bien au sein du secteur de la santé qu'avec les autres départements. Et puis, je pense qu'on a eu déjà l'occasion de présenter ce tableau qui résume un petit peu les différentes phases par lesquelles on allait passer avec les challenges et les projections et les problèmes auxquels on allait s'attendre jusqu'à arriver à la phase 3, et donc où l'enjeu n'est plus d'éviter la propagation ou bien d'éviter et de contenir le virus, mais surtout d'éviter les décès et de faire en sorte que le système de santé, que nos structures restent en mesure de prodiguer les soins aussi bien sûr pour Covid que pour d'autres pathologies. Alors où en sommes-nous actuellement? Ce sont les données arrêtées hier, le 21 septembre à 18 h. Bien sûr, donc, il faut ajouter les cas qui viennent d'être annoncés il n'y a même pas une heure par le ministère de la Santé, puisque le total des cas, hier, c'était 103 000. Donc, on a déjà franchi la barre des 100 000 cas il y a quelques jours. Et donc, il faudrait ajouter les 2227 cas d'aujourd'hui. Insister surtout sur le taux de guérison qui dépasse les 81%, et puis sur le nombre de décès qui s'élève à plus de 1855, parce qu'aujourd'hui, il y a eu la déclaration de 34 décès, mais avec heureusement un taux de létalité qui n'est pas au-delà de 1,8%. Alors, la courbe épidémique comme principal indicateur pour décrire une épidémie comme celle-là, vous l'avez devant vous, avec notamment, peut-être qu'on ne va pas être d'accord, professeur Adib et moi-même, donc on peut identifier 3 vagues successives. La première qui nous avait fait peur déjà vers la mi-avril, 20 avril, et puis la seconde vague vers la fin du mois de juin, et puis la troisième vague, lesquelles vagues ont coïncidé avec des événements très importants. Il faut dire que le confinement, heureusement qu'il a été instauré précocement par notre pays, mais ça n'a pas empêché la première vague d'apparaître. La deuxième vague qui a rapidement suivi le début de levée du confinement, et puis juste après la deuxième phase de levée du confinement et surtout la célébration de l'Eid al-Adha, on a eu donc la vague actuelle, avec néanmoins des disparités entre les provinces et préfectures, parce qu'il y a quand même un bon nombre de provinces et préfectures où l'incidence hebdomadaire, on a pris comme indicateur traceur l'incidence de la semaine dernière. Donc, il y a un certain nombre, une grande partie des provinces et préfectures où cette incidence ne dépasse pas les 20 par 100 000 habitants, mais il y a quand même des provinces et préfectures où cette incidence dépasse de loin 50 cas par 100 000 habitants, et donc c'est l'incidence hebdomadaire, c'est le nombre de cas rapportés à la population en une semaine. Pour ce qui est des décès, là aussi, ça épouse en quelque sorte la courbe épidémique, avec un certain nombre de décès qui nous faisaient peur au début lors de la première vague. Et d'ailleurs, le taux de létalité était très élevé parce que le nombre de cas n'était pas aussi important que maintenant. Mais ces décès ont régressé progressivement pour augmenter encore avec la troisième vague. Mais fort heureusement, le taux de létalité a diminué. C'est parce que donc, on a commencé à détecter énormément de cas. Et donc, c'est ce qui a fait que le taux de létalité restait relativement stable. Alors, puisque le thème principal de la réunion, de la conférence, c'est les diagnostics, c'est les tests pour diagnostiquer, ce sont les approches alternatives, à défaut d'avoir des tests de laboratoire
rapide à 100% et efficace et fiable à 100%. Hein. Donc, bien sûr, en santé publique, il y a l'approche, d'autres approches qui doivent prévaloir. Et donc, c'est très intéressant de partager avec vous ces informations relatives aux formes cliniques et à la symptomatologie sur la base, bien sûr, des données que nous avons colligées au niveau de notre application pour quelque chose qui dépasse les 56 000 enregistrements pour lesquels il y a eu la notification et le renseignement des données cliniques. Donc, tout d'abord, il faut noter que les formes asymptomatiques s'élèvent au jour d'aujourd'hui à peu près 75%. Donc, 3 cas sur 4 sont pratiquement des cas asymptomatiques. Donc, c'est des cas d'infection au SARS-CoV-2 qu'on est allé chercher à différentes occasions. Il y a quand même 14% des cas, plus de 14% des cas qui sont quand même des cas très bénins, très simples, et que les cas sévères et critiques ne dépassent guère le 1,4% de l'ensemble des cas. Pour ce qui est des signes cliniques qui ont été rapportés au niveau des fiches d'investigation, parce qu'il y a une fiche d'investigation pour chacun des cas, il y a bien sûr, comme étant une maladie respiratoire, il y a des signes respiratoires. Ça peut aller de la simple toux, parce que ça peut prendre la forme, et professeur Adib ne va pas me contredire, la forme d'un rhume banal jusqu'à une pneumonie sévère. Et donc, il y a toute la symptomatologie évocatrice d'une infection respiratoire. Il y a bien sûr les signes généraux, il y a des signes digestifs. On s'est vite aperçu qu'il y avait des signes tels que la diarrhée, les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales, qui peuvent parfois être les seuls signes cliniques annonciateurs de l'infection. Et puis, petit à petit, on a commencé à enregistrer également chez nous des signes sensoriels, notamment l'anosmie, la gausie, et puis pas mal de fois, dans pas mal de cas, une sécheresse buccale. Alors, quelle est la fréquence que nous avons constatée pour nos cas? Alors, tout d'abord, c'est les signes généraux qui viennent en premier. C'est à peu près 3 cas sur 4 présentent un des signes cliniques généraux que je viens de citer. Et puis, à peu près autant qui ont présenté au moins un signe respiratoire. Bien sûr, les patients ont le droit de présenter et des signes généraux et des signes respiratoires et d'autres signes éventuellement. 20% des cas ont présenté des signes, des symptômes digestifs, et puis 15% des cas ont présenté un des 3 signes sensoriels que je viens d'évoquer. Alors concrètement, et donc la fréquence de chacun des symptômes que je viens de citer vient en tête bien sûr la fièvre et la toux. Donc comme vous le constatez, qui ont été notés chez à peu près aux alentours de 50% de nos cas, bien sûr, ou bien seuls, ou bien associés à d'autres signes. Notons que chez plus de 15% des cas, il y avait uniquement des signes respiratoires, sans les signes généraux. Chez à peu près 14% des cas, il y avait seulement des signes généraux. Et chez 4,3%, il y avait uniquement un ou plus d'un signe sensoriel. Et puis chez 1% des cas, il y avait uniquement des signes digestifs. Alors, dans ce contexte-là, quels sont les défis qui vont se poser à nous ou bien qui commencent déjà à se poser à notre système de santé? Je reviens au tableau initial dans lequel j'ai synthétisé les principaux indicateurs épidémiologiques, mais cette fois-ci pour faire un focus sur le cumul de tests réalisés jusqu'à hier et qui avoisine les 2 500 000 tests PCR. Hein. Comme l'a dit le professeur Adlouni tout à l'heure, au Maroc, nous utilisons le gold standard. Nous avons préconisé
également dans certaines indications les tests rapides sérologiques, mais là on est en train de parler du gold standard de la PCR. Donc on a, disons, on frôle les 2 500 000 tests. Le deuxième indicateur qui doit nous interpeller, c'est les 17 106 cas actifs. Ce sont des cas qui ne sont pas heureusement tous traités à l'hôpital, ils ne sont pas tous hospitalisés. Il y a un certain nombre, une bonne proportion qui est traitée à domicile suite aux dernières modifications, adaptations apportées par le ministère de la Santé, mais c'est quand même quelque chose un chiffre assez élevé parce que c'est des malades, même s'ils ne sont pas à l'hôpital, ils nécessitent un suivi et donc des équipes médicales doivent être mobilisées pour leur assurer le suivi nécessaire. Et puis, le taux de reproduction, donc c'est le fameux, tantôt on l'appelle le R0, tantôt le RT, donc c'est le taux de reproduction qui est toujours supérieur à 1. Donc supérieur à 1, ça veut dire qu'on n'est pas dans la phase descendante de l'épidémie, on est toujours au stade de l'épidémie active, donc on peut le constater. On avait espéré à un moment donné descendre en deçà de 0,7 parce que c'est le seuil que l'on considère suffisant pour espérer et commencer le compte à rebours de l'épidémie. Mais malheureusement, et s'accompagnant avec la troisième vague, on est remonté rapidement à des semaines où on a été en dessus de 1, mais actuellement, on se stabilise généralement aux alentours de 1. Deuxième constat pour lequel, donc, qui va nous aider peut-être pour résoudre et trouver des solutions pour les défis qui nous attendent, c'est l'évolution de la proportion des personnes asymptomatiques qui, globalement, depuis le début de l'épidémie, se situe aux alentours de 75% et qui, actuellement, s'est stabilisée au niveau de cette proportion. Nous avons mené une étude assez intéressante, vu les 15 minutes qui m'étaient imparties, donc je n'ai pas voulu vous présenter l'étude. Une étude assez intéressante portant sur plus de 1100 cas asymptomatiques et nous avons trouvé que généralement, ces personnes restent asymptomatiques, très rares sont celles qui vont présenter par la suite des symptômes et même si c'est le cas, ça va être des symptômes assez bénins, donc c'est généralement des patients qui n'évoluent pas vers une forme grave et par la suite vers le décès. Donc là, c'est un constat qui est assez important à prendre en considération. Deuxième chose, c'est l'évolution du taux de positivité. Certes, il y a eu un effort considérable de la part du ministère de la Santé pour augmenter en capacité de réalisation de tests PCR. Au début, bien sûr, on ne prenait que les cas chez qui on soupçonnait l'infection et donc c'est ce qui explique que le taux de positivité était très élevé parce que nos définitions étaient très spécifiques. Par la suite, on a élargi la définition pour la rendre plus sensible et on a augmenté nos capacités de testing et on a vu donc cette proportion, ce taux de positivité diminuer, surtout lorsqu'on a commencé à entreprendre le dépistage de masse, le dépistage actif chez des personnes qui, a priori, ne présentaient pas des signes de l'infection. Mais ce taux de positivité, malgré le fait qu'on s'est stabilisé pour les prélèvements à 20 000, 22 000, jusqu'à 25 000 jours, est en train d'augmenter. Ça veut dire qu'il y a une grande circulation du virus en communauté. Je reviens à mon tableau pour dire que ces constats doivent nous faire avouer que notre système de santé il est vraiment mis à rude épreuve et qu'on frôle le débordement des capacités aussi bien de laboratoire que les capacités de prise en charge au milieu hospitalier, que les capacités en termes d'action de santé publique pour faire les investigations, pour faire le suivi pour assurer le suivi des contacts en isolement et pour assurer les personnes qui sont traitées à domicile. La situation va, à mon sens, s'accentuer et s'aggraver lorsqu'il y aura la co-circulation et du virus SARS-CoV-2 et du virus grippal, parce qu'on est à la veille de la saison grippale. Et donc, les questions qu'on doit
nécessairement posées et qu'on doit discuter. Et j'espère qu'on aura les ébauches des réponses à partir de cette conférence. C'est quelle indication pour le testing on doit maintenir? Quelles sont les indications du test à visée diagnostique pour diagnostiquer des malades, pour être sûr d'un diagnostic? Et quelles sont les indications pour réaliser des tests à visée de surveillance épidémiologique? Deuxième question, qui et comment traiter? Est-ce qu'on va continuer d'attendre une confirmation pour traiter, ou bien est-ce qu'on doit traiter devant la présence d'un certain nombre de critères et de signes de présomption, éventuellement, et comment? Le protocole, certes, nous l'avons préconisé au Maroc, il a très bien marché. Faudrait-il ajouter quelque chose, rester fidèle à ce même protocole? Quel suivi assurer éventuellement? Troisième question, quelle attitude vis-à-vis des contacts? Est-ce qu'on va continuer avec cette logique de tracing des contacts pour les confiner, pour éviter que la propagation ne communication? Doit-on adopter tous en tant que professionnels de santé, en tant que système, pour, excusez-moi le terme, donner un coup de fouet à la façon dont notre population se comporte avec cette épidémie? Je rappelle au passage que la définition actuelle d'un cas suspect de grippe, tel qu'on la préconise pour les besoins de la surveillance épidémiologique, se trouve inclus parfaitement et contenu parfaitement dans le cadre de la définition d'un cas suspect de Covid-19. Et donc, vous imaginez la difficulté à laquelle on serait confronté, mais soyons sans crainte, nous sommes en train de mener la réflexion par rapport à cette situation. Et en dernier lieu, c'est mon dernier slide, je rappelle que nous avons, grâce aux études effectuées au niveau du Centre national des opérations d'urgence santé publique domicilié à la direction de l'épidémiologie du ministère de la Santé, dressé le profil des cas sévères et critiques et le profil des patients qui vont décéder. Et donc, qu'est-ce que ça donne sur la base d'études statistiques et menées avec toute la rigueur nécessaire? C'est que pour les cas sévères, c'est généralement une personne âgée en moyenne de 59 ans. Je rappelle au passage que les cas modérés et bénins ont une moyenne d'âge de 46 ans et que les cas asymptomatiques ont une moyenne d'âge de 37 ans. Donc, pour les cas sévères et critiques, c'est une moyenne d'âge de 59 ans, plutôt de sexe masculin, hein, c'est ce qu'on a trouvé, plutôt de sexe masculin, le sexe ratio était de 1,6, et que les facteurs associés à ces formes critiques et sévères sont plutôt l'âge de plus de 65 ans, de 65 ans et plus, ou bien la cardiopathie, parce que ces facteurs sont associés indépendamment les uns des autres. La cardiopathie, l'existence d'une cardiopathie sous-jacente, le sexe masculin, comme je viens de le dire, et puis la présence d'une hypertension artérielle. Curieusement, nous n'avons pas trouvé d'association avec le diabète. Ça pourrait être un biais d'information, mais en tout cas, statistiquement parlant, nous n'avons pas trouvé cette association. Pour ce qui est des décès, l'âge, c'est encore un âge avancé, puisque la moyenne, on est de 65, et c'est encore plus marqué chez les personnes de sexe masculin, puisque le sexe ratio, il est presque de 2. Et puis, les facteurs qui sont associés et qui peuvent être considérés comme des facteurs prédicteurs de la mortalité, c'est là aussi l'âge de 65 ans et plus. C'est des personnes atteintes de cancer et c'est bien sûr des personnes atteintes de Covid et de sexe masculin. Donc ça nous donne une idée sur les personnes, si on est amené à faire attention ou à traiter peut-être selon une approche syndromique ou à préconiser
des traitements sans trop de surveillance, sans surveillance rigoureuse, il faudrait faire attention à ces profils-là parce que c'est des personnes qui peuvent faire des complications, voire même évoluer vers le décès. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Lioubi. Vous avez vraiment fait un tour global de la question épidémiologique avec des résultats probants et des analyses assez intéressantes et qui ont suscité déjà, je vous l'annonce, des questions, beaucoup de questions à partir des personnes qui nous suivent en direct à distance. Comme je le propose aussi, on va certainement prendre quelques questions à partir des personnes qui interviennent à distance pour les mettre dans un débat à la fin des 3 conférences, si vous voulez bien. Donc, merci beaucoup encore pour cette magnifique présentation.